Bienvenue sur SAR FM, dans l'émission littéraire Sa rencontre. Le 8 mai dernier, nous avons eu l'honneur de rencontrer Amélie Nothomb, la célèbre romancière belge. Après un échange de quelques lettres, elle a accepté de donner une interview téléphonique exclusive pour SAR FM. Comme convenu, ce mercredi 31 mai, elle nous appelait à 9h15 précise pour répondre à nos questions. Nous vous laissons maintenant apprécier les réponses sincères, stupéfiantes et truculentes d'Amélie Nothomb. Dans vos romans, les personnages portent tous des noms très originaux. Exemple, Prétextatache, Palamède Bernardin, Épiphanotos. Comment choisissez-vous ces noms? Certains sont-ils inventés? Je choisis ces noms avec beaucoup de soin. La majorité de ces prénoms, l'immense majorité de ces prénoms existent, même s'ils sont très rares. Je les ai trouvés dans l'encyclopédie Larousse du 19e siècle. Je trouve ces prénoms fabuleux et je trouve dommage qu'ils ne servent pas. Bien sûr, je ne les choisis pas au hasard. Je les choisis principalement en fonction de leur sens. Par exemple, prétexta signifie revêtu de la toge prétexte, qui n'est pas seulement la toge de la noblesse, mais aussi la toge de la prime adolescence. Donc c'est un prénom qui signifie la juvénilité. Et quand on lit Hygiène de l'assassin, on comprend que ce n'est pas du tout un hasard. Je fais aussi en sorte que les noms de famille aient beaucoup de sens par rapport aux prénoms. D'abord qu'ils sonnent mal ensemble. J'ai besoin que mes personnages, quand ils sont des personnages grandioses, aient un nom qui sonne mal, qui sonne comme une rupture. Et j'ai aussi besoin que leur nom de famille fasse sens avec leur prénom. Par exemple, Épiphane Otos, si on le prend en entier, signifie en grec ancien apparition de l'oreille. Si on sait qu'il est l'homme le plus laid du monde et qu'en plus il ressemble à une gigantesque oreille, cela prend évidemment beaucoup de sens. J'ai finalement inventé très très peu de prénoms. À ma connaissance, je n'en ai inventé que 2. Trémière, qui est l'héroïne de Riquet à la houppe, une rose qui grimpe, ça lui va très bien, et aussi Sérieuse dans Le crime du comte Neville. Nous avons lu dans le cadre du cours de français le livre Attentat. Il aborde les thèmes de la beauté, de la laideur, des apparences. Vous-même semblez jouer avec votre image et ce look assez particulier qui vous caractérise. Pourquoi avoir exploité plusieurs fois ces sujets dans vos romans? Cela fait-il référence à des moments de votre vie personnelle? Quand et comment votre look s'est-il construit? Je pense que c'est une thématique beaucoup plus large qu'une thématique personnelle, même s'il est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec mon apparence, mon corps, l'incarnation en général. Je trouve qu'il est terriblement difficile de s'incarner. J'ai eu beaucoup de problèmes très sérieux d'incarnation et beaucoup de problèmes de look, mais pas au sens être à la mode, mais au sens d'exister. C'est terrible à dire, mais pour exister, pour entrer en contact avec les autres, il faut avoir une apparence. Et dans mon cas, depuis mon adolescence, ça a toujours été problématique. Ça n'a jamais été, pour moi, une question simple. Je me souviens que adolescente, j'étais tellement persuadée d'être une monstruosité de la nature, peu importe que ce soit vrai ou non, je pense que j'étais tout simplement parfaitement banale. Mais je me vivais comme une telle monstruosité de la nature que certains jours, je n'arrivais même pas à sortir de chez moi, tellement affronter le regard d'autrui me paraissait insurmontable. C'est ainsi que de manière très instinctive, vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à m'habiller comme ça. Alors, si vous me demandez d'expliquer ça idéologiquement, honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Ça s'est fait de manière très instinctive. Le noir me paraissait convenir. Il fallait que je puisse m'accepter moi et sans que je puisse vraiment vous expliquer, c'était ces tenues-là qui m'aidaient à m'accepter. Et finalement, ça a un petit peu évolué. Je ne m'habille plus comme je m'habille à 17 ans, mais j'ai gardé globalement ce qu'on appelle une apparence gothique. Mais je l'ai appris uniquement quand j'ai publié mon premier livre à l'âge de 25 ans et que tout le monde m'a dit « Ah, mais en fait, vous avez un look gothique. » Je ne savais même pas que c'était un look gothique. Mais si on veut qualifier mon look de gothique, ça me va très bien, puisque après tout, la littérature gothique est une littérature très intéressante et les courants gothiques sont des courants non violents, donc je m'y reconnais complètement.
Il y a quelques années, dans Acide sulfurique, vous avez écrit une satire d'un jeu de télé-réalité. Regardez-vous beaucoup la télévision? Quel genre de programme? Dans l'ensemble, que pensez-vous de la télévision actuelle? Je ne possède pas de téléviseur, donc ça en dit long sur mon rejet total du monde de la télévision. J'ai découvert la télévision tard dans ma vie et ça a été une allergie immédiate. Ça ne signifie pas que je ne l'ai jamais regardé. Je pense l'avoir beaucoup regardé pendant les années solitaires de ma vie. Je parle de mes années de grande adolescence. Et j'ai toujours senti la télévision comme quelque chose de terriblement maléfique et déprimant. À côté de ça, bien sûr, je suis capable de voir qu'il existe de bons programmes et de très mauvais programmes. Mais ce qui est terrible, c'est que, d'après ce que j'ai pu comprendre à partir du début des années 2000, c'est la mauvaise télévision qui l'emporte. À partir de 2001 ou 2002, il y a eu des émissions de télé-réalité, ça n'existait pas auparavant. Et au début, ça paraissait une aberration, mais tout le monde se disait, ça ne va pas durer, c'est tellement nul, c'est tellement méprisable que de telles émissions vont forcément disparaître. Et puis non seulement ça n'a pas disparu, mais ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et ça a donné chez moi ce livre, Acide sulfurique, dans lequel je poussais à son comble l'horreur de la télé-réalité pour montrer à quelle dérive cela correspondait. Et comme j'aurais voulu me tromper dans ce livre, comme j'aurais voulu montrer quelque chose qui n'allait pas exister, mais malheureusement, ce livre est paru en 2005, nous sommes en 2017, et non seulement la télé-réalité n'a pas disparu, mais elle a pris chaque année beaucoup plus d'ampleur, et j'entends parler tous les jours de nouvelles émissions de télé-réalité en République tchèque ou en Australie, de plus en plus monstrueuses, où il est question d'accouchement direct ou de faux camps de concentration. Donc, il semblerait bien que la barbarie moderne s'incarne surtout dans la télévision. L'un de vos livres, Stupeur et tremblement, a été adapté au cinéma. Avez-vous reçu d'autres propositions d'adaptation cinématographique? Comment réagissez-vous dans ce cas? Souhaitez-vous que le film soit fidèle au roman ou laissez-vous la liberté au réalisateur d'en faire sa propre œuvre? Jusqu'à présent, 3 de mes livres ont donné lieu à des films. Hygiène de l'assassin est devenu un film qui s'appelle Hygiène de l'assassin. Stupeur et tremblement est devenu le film que vous avez dit. Et Ni d'Ève ni d'Adam est devenu, il y a 2 ans, un film qui s'appelle Tokyo fiancé de Stéphane Liberski. Sur 3 films qui existent, il y en a 2 que je trouve vraiment excellents. Stupeur et tremblement et Tokyo fiancé. Hygiène de l'assassin était vraiment complètement nul, je parle du film, et j'ai pleuré quand je l'ai vu, tellement j'étais consternée. Mais les 2 autres sont vraiment très bons. Quoi qu'il en soit, ma politique en cas de projet d'adaptation cinématographique est toujours la même. Je rencontre le cinéaste, le réalisateur, il me parle de son projet. S'il me convainc, je lui dis, écoutez, je vous laisse faire le film, mais ça ne me regarde pas, je ne sais pas comment on fait un film, je ne vais pas me mêler de choses qui ne me regardent pas et que je ne sais pas faire, donc je vous fais confiance, faites-moi un très bel enfant. J'appelle ça me conduire comme une belle-mère. Je considère que je suis la mère de mes livres et que les cinéastes qui veulent tourner un film à partir de mes livres, ce sont mes gendres. Et il y a des gendres qui me convainquent et ce que je demande finalement à mes gendres, c'est de me faire un très beau petit-fils ou une très belle petite fille. Et bien voilà, c'est évidemment une prise de risque totale et qui dit risque dit possibilité d'échec. Voilà, sur 3 petits-enfants, j'en ai un très moche et 2 très beaux. Ce sont les risques du métier. Vous avez dit dans la presse ne pas avoir d'ordinateur portable, de GSM. Vous répondez également à vos lecteurs par courrier postal. Pourquoi refusez-vous les nouvelles technologies? Ne vous sentez-vous pas, par moments, déconnecté de notre monde actuel? Je n'ai absolument aucune affinité avec les nouvelles technologies. Il ne s'agit pas d'un mépris, je ne peux pas prétendre mépriser ce que je ne connais pas. Je n'ai pas de téléphone portable. Je pense que dans mon cas, c'est une vraie nécessité de ne pas en avoir parce que vous savez, je suis quelqu'un de très demandé. Et si j'avais un téléphone portable, ce serait pour moi l'arrêt de la liberté. C'est-à-dire qu'à tout instant, mon éditeur, mon agent pourrait me contacter. Et donc à tout instant, ça serait la fin de ma liberté. J'ai
absolument besoin de me sentir libre, donc j'ai bien raison de ne pas avoir de GSM. Quant à l'ordinateur, il sert le plus souvent aux écrivains à écrire leurs livres. Personnellement, j'ai horreur d'écrire sur clavier. Je préfère de beaucoup écrire à la main. J'ai besoin que écrire soit un acte très physique. Et quand j'écris par clavier interposé, je sens que mon corps est complètement sur écran et qu'il n'est plus aux premières loges. Donc cette écriture me bloque complètement. Donc j'écris mes livres à la main sur des cahiers que j'apporte ensuite à mon éditeur qui les dactylographie. Alors vous me direz, oui, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas Internet. En effet, je n'ai pas Internet. Mais pour autant, je ne me sens absolument pas coupée du monde. Je suis, comme vous pouvez le constater, un être très disponible, en très grande communication, par exemple avec mes lecteurs, non pas sur les réseaux sociaux, mais dans de vraies lettres. C'est fou ce que mes lecteurs m'écrivent sur leur vie et sur le monde, dans les vraies lettres en papier qu'ils m'écrivent. Donc non, je ne me sens vraiment pas du tout déconnectée de notre monde actuel. Un grand nombre d'adolescents n'aiment pas beaucoup lire. Que pourriez-vous dire pour les motiver à la lecture ? Y a-t-il un de vos romans que vous conseillerez particulièrement à un adolescent ? Je pense que ce n'est pas tellement nouveau que les adolescents croient ne pas aimer lire. Ce problème a toujours existé. Je pense que quand un adolescent ou quand un adulte ou quand un enfant croit ne pas aimer lire, c'est simplement parce qu'il n'a pas trouvé encore les livres qui étaient faits pour lui. Je pense qu'il suffit d'un coup de foudre littéraire pour transformer n'importe qui, enfant, adolescent ou adulte, en lecteur. Alors, je ne peux pas conseiller l'un de mes livres pour y arriver parce que je pense que ça dépend tellement de la personnalité de chacun. Donc, moi, ce que je conseillerais aux adolescents, c'est d'avoir une très grande curiosité et de ne pas se décourager. S'ils n'accrochent pas à certains types de livres, eh bien qu'ils ne se forcent pas, qu'ils cherchent d'autres livres. Il y a forcément quelque part un type de livre qui est fait pour eux. Donc qu'ils essayent toutes sortes de livres jusqu'à ce qu'ils trouvent le livre ou les livres qui leur convient ou conviennent. Si ces livres sont parmi les miens, tant mieux, mais ça, comment pourrais-je le savoir ? Enfin, pour terminer, nous aimerions vous soumettre au questionnaire de Proust, revu il y a quelques années par Bernard Pivot dans son émission Bouillon de culture. Quel est votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Foutre ciel. Quel est le son que vous préférez et celui que vous détestez ? Le son que je préfère, c'est le son de la pluie. Et celui que je déteste, c'est un tableau noir qu'on gratte avec ses angles. En quoi voudriez-vous être réincarné ? Une plante, un arbre, un animal ? En oiseau. La grande obsession de ma vie, c'est de voler comme un oiseau. Je rêve au moins une fois par semaine que je vole comme un oiseau, donc je voudrais me réincarner en oiseau. Quel est le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Bourreau. Quel est le mot que vous préférez et celui que vous détestez ? Le mot que je préfère, c'est pneu, uniquement pour le son. Les pneus ne m'intéressent pas du tout, mais je trouve ce son formidable. C'est la raison pour laquelle je fais apparaître le mot pneu dans chacun de mes livres, même si il est rarement question de pneus dans mes livres. Et le mot que je déteste, c'est le mot hormone. Quelle est votre drogue favorite ? Jusqu'à midi, le thé, et à partir de midi, le champagne. Si Dieu existe, après votre mort, que voudriez-vous l'entendre vous dire ? Tu es allé très loin par amour. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.